dernier, mais pas le moindre, comme on dit, loin d'être le moindre, Oubliez-moi, de l'écrivain chinois Xu Feng, traduit du chinois par un professeur à l'université de Monde, professeur de chinois forcément, à l'université de Monde, Kevin Henry. C'est un récit de vie. Le récit de vie d'une femme extraordinaire au sens premier du mot, extraordinaire, qui sort franchement de l'ordinaire. Dans la petite histoire, un beau jour, je reçois un mail avec des idéogrammes. Que faites-vous? Je ne sais pas, mais moi, quand je reçois un mail avec des idéogrammes, la première chose que je fais, c'est le mettre à la poubelle, puisque c'est un spam. Et au moment où ce mail part à la poubelle, j'ai le réflexe de lire « Dear Mr. Adam ». Je le fais remonter de la poubelle. Et voilà l'histoire. C'est une des 3 grandes maisons d'édition chinoise, Yilin Press. Pour vous dire, c'est l'éditeur de Proust en chinois, c'est l'éditeur du Chagrin des Belges en chinois, qui me dit, voilà, monsieur Adam, nous avons un livre sur le récit de vie d'une chinoise qui a accompli des actes héroïques en Belgique pendant la dernière guerre. Et nous aimerions que vous en publiiez la traduction française. Mon premier réflexe est de refuser. Il dit, vous savez, nous n'avons pas les moyens de payer un traducteur chinois pour un livre qui fait quand même pas loin de 400 pages. Quoi, qu'à cela ne tienne, ils sont très durs en affaires, mais quand ils tiennent à quelque chose, ça fonctionne. Ils trouvent donc un financement et le livre va paraître. Alors l'histoire exceptionnelle. Cette femme, Chen Chulin, née dans une famille de moyens propriétaires terriens, quelque part en Chine, famille qui a quand même sa réputation parce que les ancêtres ont quand même accompli des actions d'éclat, et c'est très important en Chine, les ancêtres sont les gens aisés mais pas riches. Et le père qui est un lettré, qui a des paysans qui travaillent sur ces terres, pas vraiment des serfs, mais enfin des métayers, dirions-nous ici, a créé une école dans sa demeure pour apprendre à lire, à écrire et à calculer aux enfants de ces métayers. Et il paye de ses deniers un instituteur, et tous ces enfants, ils veulent qu'ils aient une éducation. Et sa fille, la cadette, suit les cours de cet instituteur qui découvre très vite qu'elle a une intelligence hors pair. À un point tel qu'on l'envoie faire des études au lycée féminin de la ville voisine, où elle se prend de passion pour la personnalité de Marie Curie, et elle décide qu'elle va devenir la Marie Curie chinoise. Mais il n'y a pas d'études de physique et chimie dignes de ce nom en Chine à l'époque. On est un petit peu après la guerre de 14-18, entre les deux guerres. Et elle tanne son père pour qu'il l'envoie faire des études en Europe. Son père n'a pas les moyens. Il va devoir faire... Bon, il finit par accepter pour une raison très particulière, c'est que à sa naissance, il a fiancé sa fille au fils d'un voisin et amis, qui eux sont des gens nettement plus riches. Et ce fils est parti faire des études à l'université de Louvain. Et il dit, voilà une excellente occasion pour que les tourtereaux, ils ne se sont jamais vus, ils sont fiancés, mais ils ne se sont jamais vus, pour que ces tourtereaux se rencontrent et que les liens se renforcent. Et donc il fait quelque chose qui est presque perdre la face là-bas pour un propriétaire terrien, il vend des terres pour envoyer et son fils aîné et sa fille cadette étudier à Louvain. Le frère comme ingénieur et la fille pour faire
et des études de physique-chimie. Elle arrive à Rouleauvin, elle rencontre son promis qui ne lui plaît pas du tout, elle écrit à son père « Je n'épouserai pas ce type, nous rompons immédiatement ». Catastrophe familiale dont le père ne se remettra pas, il fera un accident vasculaire cérébral et décédera quelque temps plus tard. Mais elle n'en démord pas, elle n'épousera pas ce type qui ne lui plaît pas. Elle rencontre un étudiant en médecine, belge, et pour faire simple, bien sûr, d'un père grec et d'une mère russe, tous deux orthodoxes. Elle va décrocher un doctorat en physique-chimie, alors qu'elle est arrivée sans connaître un mot de français, a fortiori de néerlandais. Ils vont se marier, avec dans l'intention de partir en Chine, parce qu'elle a un cousin qui est général du Kuomintang, et qui lui fait réserver une place à l'Institut de physique-chimie qui se crée à Shanghai. Le Grégoire de Perlingui, son tout jeune mari, serait très heureux de devenir médecin en Chine, où il en est, lui, ça l'intéresse. Malheureusement, arrive la guerre sino-japonaise, le Japon envahit la Chine, prend Shanghai, toutes les liaisons sont interrompues, alors qu'ils ont déjà leur billet pour partir en Chine, ils ne peuvent pas partir. Il tire le diable par la queue, parce que lui, il a un petit emploi dans un hôpital bruxellois, mais il est mal payé. Et on leur dit, il y a un emploi de médecin, il y a un poste de médecin qui s'est libéré à Herbemont-sur-Semois. Le médecin s'est noyé, là, il n'y a plus de médecin. Vous serez accueillis à bras ouverts, et il décide d'aller à Herbemont-sur-Semois. Alors vous imaginez comme il est facile de rentabiliser un doctorat en physique-chimie à Herbemont-sur-Semois. Qu'à cela ne tienne, ils sont là pour quelques mois, le temps que qu'ils puissent partir en Chine. Oui, mais la guerre arrive. Et la guerre, c'est l'invasion allemande. Et dans la région d'Herbemont, où ils sont effectivement accueillis à bras ouverts, où ils sont devenus, vraiment, ils font partie du village, il y a une action de la résistance, 4 résistants sont arrêtés, dont le fils de leur voisin, et vont être exécutés. Or, le cousin général du Kuomintang lui a envoyé quelques photos, dont une photo dédicacée du général von Falkenhausen, qui est le résident allemand pour la Belgique et les Pays-Bas. Donc il commande toute l'administration allemande. Or, il a été avant en Chine, il a contribué à la formation de l'armée de Chiang Kai-shek, et il était ami avec ce cousin, et lui a donné une photo de lui dédicacée. Et donc, cette madame Chan Chuling décide d'aller trouver le général von Falkenhausen et de plaider la cause des otages. Pas évident d'arriver chez le général von Falkenhausen. Il est entouré de X cordons et elle parvient à franchir tous les barrages, toujours en montrant cette photo dédicacée. Il est au château de Senève, dans son bureau, il se demande quelle est cette furie qui arrive chez lui. Et, reconnaissant la photo, il sympathise, il commue la condamnation à mort en détention en Allemagne. Et elle va refaire ça une fois ou deux, et puis, en 1944, je pense, fin 1943, une action de la résistance à Écosine, où des officiers SS sont tués, et on prend 100 otages qui n'ont rien à voir avec la résistance, 100 otages qui vont être fusillés dans les jours qui suivent. La résistance ayant appris que cette femme avait déjà sauvé des otages, trouve une vieille bagnole, qui tombe en panne tous les 20 km, trouve de l'essence et se tape d'Écosine à Herbemont-sur-Semois et parvient
malgré l'opposition du mari, parce qu'elle est enceinte de 8 mois, a décidé, Tian Tchoulin, qui est d'accord, d'aller de nouveau plaider la cause des otages. Mais les temps ont changé. C'est que von Falkenhausen fait partie de ces officiers prussiens qui ne supportent pas Hitler, et que le complot contre le dictateur allemand s'est préparé chez lui, à Senef. La Gestapo n'a pas de preuves, mais le soupçonne quand même fortement, et donc il est sous surveillance étroite. Elle parvient encore une fois à le voir, il lui fait bien comprendre qu'il n'a plus tous les moyens dont il disposait, mais il décide quand même de signer, et ce sera son dernier acte officiel, de commuer leur peine de mort en détention en Allemagne, et ses otages vont partir en Allemagne. Lui-même, tout de suite après, est arrêté, transféré en Allemagne, condamné à mort, n'est pas exécuté tout de suite, est mis dans le nord de l'Italie, dans une forteresse prison, en attendant son exécution, où les Américains vont arriver avant qu'on l'exécute. Et donc, von Falkenhausen va être après extradé, dirait-on, en Belgique, parce qu'il est quand même un criminel de guerre. Il a quand même signé des décrets de fusillés, etc., etc. Et donc, il va être jugé par le Conseil de guerre à Bruxelles. Entre-temps, ils sont rentrés à Bruxelles, le couple. Elle a enfin trouvé un emploi d'assistante à Louvain, en physique-chimie, et elle apprend que von Falkenhausen va être jugé, et qu'il risque, tout le monde dit, va être condamné à mort. Elle dit, mais pas d'accord. D'accord, il a fait des choses, il doit être condamné, il a payé. Mais c'est aussi quelqu'un qui, au péril de sa vie, a sauvé des otages. Et donc, on doit plaider sa cause, il ne peut pas être exécuté, une prison d'accord, mais pas ça. Et donc, elle abandonne cet emploi qu'elle a enfin pu trouver dans sa branche pour se faire l'avocate de von Falkenhausen. Je saute, bon, on prend mal de péripéties, notamment le fait que tous ces otages qui sont rentrés d'Allemagne, 100 sur les 104 des Gaussines, viennent le jour du jugement et applaudissent von Falkenhausen. La presse de l'époque, dans la dernière heure, fera des articles extraordinaires sur cette dame, Tian Tchoulin, devenue avocate sans avoir aucune notion de droit. Et donc voilà l'histoire. Les Chinois découvrent cette histoire, bien des années après. Et entre-temps, Tian Tchoulin, qui a perdu son job, son mari travaille dans un hôpital à Bruxelles, elle décide d'ouvrir un restaurant chinois, qui fait faillite parce qu'elle invite tous les copains sans les faire payer. Et puis on lui dit, bon, maintenant il faut être un peu plus sérieuse. Elle en ouvre un deuxième, la Fontaine de Jade, qui va devenir le grand restaurant chinois gastronomique de Bruxelles. Et il se fait que j'allais dans ce restaurant, de temps en temps, et que j'ai donc, sans savoir qui c'était, rencontré cette madame Tian Tchoulin. Fermons la parenthèse. La Chine découvre l'aventure de cette héroïne qu'on appelle la Schindler chinoise ou la Schindler sino-belge, et décide, la télévision chinoise décide de faire une série télévisée en l'honneur de cette dame. Séries qui vont venir tourner à Écosine, où toute la population va être prise comme figurant, et cette série, extrêmement romancée, va devenir un succès phénoménal, va connaître un succès phénoménal en Chine. Se brouillant avec la famille belge estimant qu'on a trahi la mémoire de cette dame, qui n'a jamais voulu qu'on fasse ça à son nom, qui a toujours dit « oubliez-moi, je n'ai fait que ce que tout le monde aurait fait dans les mêmes circonstances, c'est l'honneur de ma famille, mais ce n'est pas une action d'éclat, je n'ai pas été une résistante, j'ai simplement été plaider la cause parce que j'avais l'occasion de le faire, c'est tout. »
et avec la famille chinoise, parce qu'évidemment, il était hors de question pour la télévision chinoise de parler du cousin général de Chiang Kai-shek, qui est quand même aussi à la base de cela. Ce que découvrant, Xu Feng, grand écrivain chinois, auteur de romans, de biographies, mais aussi d'essais, décide d'essayer de rétablir la vérité, et il va enquêter pendant 15 ans sur cette personne. Il retrouve toute sa famille en Chine, il va venir en Belgique, à Louvain, il va aller bien sûr à Écosine, où il rencontrera le dernier des otages en vie, et ça donne ce livre dont nous publions aujourd'hui la traduction en français. Oubliez-moi, le récit de vie de Tian Chuling de Perlingui, son nom d'épouse, traduit du chinois par Kevin Henry, et merveilleusement traduit du chinois par Kevin Henry. Je ne dirais pas un livre qui se lit comme un roman, bien que ce soit vrai. Parce que si on avait écrit un roman comme ça, tout le monde nous dirait, bon, c'est un peu trop, vous en rajoutez, il aurait fallu supprimer quelques anecdotes, mais tout ça est strictement authentique. Ce qui est aussi passionnant, c'est que ce Xu Feng se met en scène, lui, cherchant qui est la personnalité, et donc on passe de lui se promenant en Belgique ou se promenant à Taïwan, parce qu'il a eu l'autorisation d'aller à Taïwan, de lui rencontrant les descendants de Tian Chuling, à le récit des épisodes, l'un après l'autre, tels qu'il a pu les reconstituer. Un livre passionnant, je crois promu, à un réel succès ici en Belgique. Merci Willy, de votre œil toujours aussi chaleureux. Voilà, merci beaucoup Gérard.